Il y avait de grandes différences. J'ai mentionné la chapelle déjà, non? Oui. Oui. Euh, nous, 4 ou 5 Américains, Gardner, Timothy Ash, John Marshall euh, et moi, euh, on était arrivés à former une espèce de chapelle, patronnée par Margaret Mead. Margaret Mead était convaincue que la caméra allait rajeunir l'anthropologie, la recherche anthropologique, la cueillette surtout, et allait répondre aux rêves, aux désirs, aux grands désirs de Franz Boas, qui disait ce qu'il nous faut en anthropologie, c'est des enregistrements, enregistrements et encore des enregistrements. We need records, records, records. C'était ça l'objectif de l'anthropologie, accumuler des enregistrements. Évidemment, nous, sous le poids de son prestige, on y croyait. Une fois qu'on les enregistrements constitués, on pouvait après analyser. On pouvait monter, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais il fallait que le matériel soit bien enregistré et bien conservé. Alors ça, c'était le message de Margaret Mead qu'elle avait reçu de Boas. En fin de compte, la caméra est neutre et va exclure l'intervention humaine dans l'enregistrement, parce que c'est un mécanisme mécanique, et il va annoncer un avenir tout à fait radieux pour la nouvelle anthropologie, dont elle s'était faite la grande prêtresse. Et il y avait la chapelle à côté, sous elle, sous son aile. Il y avait la chapelle, comme je vous ai dit, on était 3 ou 4 ou 5. Et c'était très important de mal tourner. Alors que la caméra de l'ONF était parfaite, la caméra était parfaite, nous, on s'aventurait à mal tourner pour faire original, pour faire spontané, pour faire... on est concentré sur le sujet, nous. C'est ça qui nous intéresse, le vrai. C'est pas le genre, c'est pas la qualité de la photo qui nous intéresse. C'est ça le message qu'on voulait passer, on a réussi. Alors, il fallait filmer clairement, distinctement, ne pas détruire les pellicules qui n'étaient pas bien, il fallait tout garder, et filmer d'une distance, ce que Margaret Mead appelait la distance sociale. Il fallait filmer de la distance sociale. La distance sociale, c'est la distance qui existe entre deux hommes qui communiquent normalement, comme vous et moi. Si je veux faire un film de vous, je vais le faire exactement de ma chaise, ici, comme ça. Je ne vais pas me lever, me mettre à côté pour vous filmer de côté ou de dessus ou d'en bas, etc. Non, je vais vous filmer de la distance naturelle de votre posture normale dans le contexte. Dans le contexte. Et dans ce contexte, la posture normale est là où vous êtes assis sur le tabouret et moi je vous filme. Comme ça. Elle insistait beaucoup sur la distance sociale. L'ONF allait
plus loin, c'est des professionnels de la caméra. Ils vont prendre plusieurs angles, ils vont filmer, vous voyez, pour faire un montage un peu plus savant après, au niveau montage. Alors, c'était ça, et ces quelques messages que Margaret Mead nous avait donnés et qui constituaient le trésor de la clique, le trésor de la chapelle. C'est à Columbia, son cours portait surtout sur l'audiovisuel. Elle montrait des films. Elle montrait régulièrement partout où elle allait. Elle était invitée dans toute l'Amérique, n'est-ce pas, à la télévision, des salles de cours, conférences, etc. Elle a montré la première partie de la chasse, de la pêche à la truite saumonée, au barrage de Pierre. Elle réveillait le pauvre Timothy H. au milieu de la nuit, lui demandant de lui apporter la bobine parce qu'elle devait prendre un avion tôt le matin pour San Francisco. Vous voyez, alors lui, il courait. C'était son... Elle admirait grandement les films Netzillik. Alors, essentiellement, vous voyez, c'est la chapelle que j'ai essayé d'attirer à Montréal, dans mes cours, et qui venait avec plaisir. Et il y avait les gens de l'ONF. Les gens de l'ONF, ils ont venu, par exemple, pour saluer Bob Gardner, par exemple. Ils le connaissaient tous. Ils venaient, malgré le fait que ce n'était pas leur œuvre qu'on visionnait. En tous les cas, c'était le bon vieux temps, comme on dit au Québec. Avec le temps, évidemment, tout s'est gâté. John Marshall est décédé, maintenant Timothy H. aussi, Robert Gardner également, Margaret Mead aussi, Rouch aussi. Ils sont tous partis. Et je suis le seul qui est resté, qui a survécu à notre date là. Mais celui qui a été le caméraman de Flaherty, il faut se souvenir, il avait fait un film célèbre, il est mort à Paris d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans de ça. Vous connaissez son nom certainement. Mais votre chapelle, vous l'avez pas fait seulement à Montréal. Vous l'avez développée ailleurs. J'ai essayé. Où est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé
en Russie. La première manifestation en Russie, c'était après Staline évidemment, en Estonie. Il y a une ville universitaire en Estonie. J'ai oublié comment elle s'appelle. Ça n'a pas d'importance. Les premiers, avec la première ouverture, ils ont organisé un festival du film ethnographique dans cette ville, à Parno en Estonie. On était en plein régime soviétique. On était reçus par la mairesse de la ville de Parno qui portait ses médailles rouges, n'est-ce pas, ici. Il y avait beaucoup de Russes et il y avait des réalisateurs des différentes régions soviétiques comme Géorgie. Ils avaient les Géorgiens qui ont présenté des films extraordinaires. Il y avait des films de régions obscures du centre de la Sibérie. On n'avait jamais entendu parler. Il y en a des tribus inconnues ou mal connues en Russie. C'est là que... De là, on est allé à Moscou dire bonjour au grand ethnologue qui s'appelait, j'ai oublié son nom. Il avait un nom écossais. Enfin, ça va pas les noms. Et là, ils m'ont invité de leur organiser un séminaire. Ça, c'était à Moscou. J'ai trouvé les gens très chaleureux et très désireux d'apprendre. Alors qu'à Montréal, les gens déjà étaient gâtés par l'ONF. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient à Montréal. Tout le monde y allait. Là, à Moscou, ils étaient très isolés. Et quand je leur donnais des renseignements, comme présentement, là, je fais avec vous, ils gobaient ça, étaient affamés de donner de nouvelles méthodes, nouvelles techniques. Et alors, les Estoniens m'ont dit, regardez, vous savez qu'en Russie aussi, il y a des Esquimaux. Moi, je dis, mais bien sûr. Je dis, pourquoi est-ce que vous n'irez pas avec un de nos caméramens faire un film sur les Esquimaux soviétiques? Mais bien sûr que j'ai dit, on va y aller. Et c'est comme cela que je suis allé à Sireniki. C'est intéressant. C'est intéressant, je me demande pourquoi ce film n'a pas été remarqué. Je suis arrivé, donc j'ai été expédié sur la côte pacifique de l'Union soviétique avec un opérateur estonien dont j'ai oublié le nom. J'ai fini les noms, je ne peux plus m'en souvenir. Un homme très sympathique, très gentil. Que j'ai invité après à Montréal. Il était très heureux de venir à Montréal. C'est la première fois qu'il sortait de l'Union soviétique. Il n'était pas jeune, pourtant il devait avoir 40-45 ans. Il était question donc de faire un petit montage sur une
communauté esquimaude en Sibérie. J'avais choisi Séréniki parce que c'était une communauté à moitié Tchouktchi, moitié Esquimau. Les Esquimaux fabriquaient des pièces en ivoire de morse. J'en ai ici une, vous pouvez la regarder. C'est Souvenirs de Séréniki. Ils vivaient dans des maisons à 2 étages. Devant la maison, ils avaient une petite cabane pour le chien. Ils avaient des chiens encore. Ils avaient le chauffage central pour la communauté. Ils avaient une usine pour fabriquer de l'huile de phoque et surtout de l'huile de baleine, la grosse baleine, pour traiter l'huile, la graisse. Ils avaient une belle école, ils avaient un atelier de mécanique, ils avaient un hôpital, ils avaient tout. On critiquait tous le régime soviétique, mais le régime soviétique avait créé tout ce qu'il fallait pour une communauté relativement moderne. Moi, j'ai contribué à ce film, je suis responsable du contenu. J'ai contribué à ce film pour les Esquimaux canadiens. Je regardais le village de Séréniki avec des yeux, avec un regard d'Esquimaux canadiens. Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans les communautés canadiennes ou en moins dans les communautés esquimaux de Séréniki? J'ai essayé de découvrir Séréniki avec un regard esquimau canadien. On était en pleine époque soviétique. Dans l'école, à l'école, là, il y avait de grandes fresques murales de Lénine en train de prêcher au Tchouktchi, etc., etc. Là, il y avait de la propagande partout. Mais les gens travaillaient. Ils avaient une coopérative pour la graisse. Ils chassaient le morse et la baleine. C'est la première fois de ma vie que je voyais une telle abondance de gibier. Le gibier passait par le détroit de Bering qui se dirigeait vers le sud. Les Esquimaux, ils se promenaient dans une barque petite, normale, tiraient un coup, ne rataient jamais, piquaient, tiraient et pesaient. Il y avait un grand, comment dire, pour peser, comment est-ce qu'on appelle en français l'instrument pour balance. Il y avait une grande balance et chaque équipe était payée selon le poids du produit ramassé. Alors, on a filmé. On a filmé dans l'école, on a filmé dans les cuisines. C'était modeste. L'installation des Esquimaux était très très modeste. Ça ne se comparait pas avec les nouvelles maisons construites à Pelly Bay, par exemple. Aucune comparaison.
Le film a passé à la télévision, dans les télévisions scandinaves et allemandes. Je crois que le film a passé à Norddeutscher Rundfunk, Hambourg. Et certainement les Scandinaves. Il n'a pas passé en France, ou en Angleterre ou en Amérique. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, pour moi, il était très intéressant.